Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce Xème séminaire du webinaire du 2RLQ. Je vous souhaite tous la bienvenue. Je suis vraiment ravi d'être ici parmi vous ce matin en compagnie de Nelson Tifo, co-directeur du 2RLQ, Marie Guitoni, qui est professeure à l'UQAT, et Simon Taurine et Alex Proto, qui sont tous les deux étudiants au doctorat à l'UQAT. Donc aujourd'hui, le thème, c'est le reboisement et la restauration écologique de sites miniers. On aura 3 présentations, une très, très courte introduction par Marie, suivie d'une présentation de Simon sur l'utilisation de paillis de bois raméal fragmenté pour faciliter la succession spontanée des plantes sur stériles miniers en contexte boréal. Et la présentation d'Alex porte sur la végétalisation de sites miniers en milieu arctique par plantation en sillon. Donc, avant de commencer, peut-être que j'aimerais faire deux petites annonces fort intéressantes, je pense. Donc, il s'agit de notre avant-dernier séminaire pour l'année. Contrairement aux marmottes, là, le 2RLQ a décidé que le printemps allait être hâtif cette année et que vous seriez sur le terrain au mois d'avril, on l'espère. Donc, c'est l'avant-dernier séminaire. Le prochain et dernier séminaire sera avec l'équipe d'Alison Munson de l'Université Laval. Ça se tient le 15 mars à 10 heures. Et le titre, c'est « Au-delà du verre, opportunités et défis pour la recherche sur les forêts urbaines ». Donc, je vous invite à mettre ça à votre calendrier dès maintenant. Et j'aimerais aussi peut-être faire une annonce. En fait, on vient d'apprendre la sortie d'une série documentaire de Savoir Média. Donc, c'est disponible sur le web. Je vous invite à googler là, La bataille pour la forêt. C'est une série de 6 épisodes qui mettent en vedette plusieurs chercheurs membres du 2RLQ, dont Alain Paquette, Jean-François Boucher, Alexis Hachin et je pense qu'il y avait également Sylvain Delagrange, oui, c'est ça. Donc, ce sont tous des membres du 2RLQ. On va se faire un plaisir là, de fournir la nouvelle sur le site du 2RLQ, mais on vous invite à faire la recherche, c'est facile à trouver. Donc, il y a 4 épisodes qui sont sortis en ce moment et puis les 2 derniers épisodes vont paraître à la fin février. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Marie. Je vais également juste ajouter une information qu'après la présentation de Simon, on va prendre environ 5 minutes de questions au plus. Et ensuite, on va passer à la présentation d'Alex et on va prendre à nouveau des questions. Si jamais vous avez encore des questions pour Simon, n'hésitez pas. Également, très important, partagez vos questions via le Q&A, pas via le chat. Donc, on prend les questions via le Q&A, c'est plus facile pour nous à gérer. C'est vraiment dédié pour ce besoin-là. Donc, sans plus tarder, Marie, je te cède la parole. Merci Nicolas. Je vais partager mon PowerPoint. Et voilà. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire thématique sur le reboisement et la restauration écologique des sites miniers. J'aimerais signaler que les travaux qui vont vous être présentés aujourd'hui ont été financés par le consortium de recherche IRM-UQAT Polytechnique, dont je tiens à remercier les partenaires qui sont affichés à l'écran. Et avant de nous lancer dans les présentations aussi, j'aimerais vous donner quelques nouvelles récentes sur le thème de la restauration écologique. La première nouvelle, c'est la création récente de la Société pour la restauration écologique Est du Canada. C'est un nouveau chapitre bilingue de l'organisation internationale Society for Ecological Restoration pour le Québec, les Maritimes, Terre-Neuve et Labrador. C'est un chapitre qui vise à encourager le développement de la restauration écologique pour faire avancer la science, les pratiques et les politiques, permettant de soutenir la biodiversité, d'améliorer la résilience sous un climat changeant et de rétablir une relation écologique saine entre la nature et les cultures. Ces objectifs, c'est de faciliter le partage d'informations scientifiques et techniques sur la restauration écologique, de fournir des occasions d'apprentissage et de réseautage, et de développer un centre en ligne multiressources en écologie de la restauration. Donc, si vous êtes intéressé
vous pouvez devenir membre. Voici l'adresse. Également, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette Society for Ecological Restoration a publié en 2019 la 2e édition de Principes et normes internationaux pour la pratique de la restauration écologique, qui est un document vraiment très complet et très intéressant pour guider les praticiens de la restauration écologique, et que plus récemment, en 2022, il y a eu un travail qui a été fait pour appliquer ces principes et ces normes à la restauration et la remise en état des sites miniers, avec un document qui pour l'instant est uniquement en anglais, mais qui sera peut-être traduit en français. Et ces 2 documents sont disponibles gratuitement sur le site de la SER pour ceux qui sont intéressés. J'aimerais aussi donner la parole à Simon pour vous présenter le tout nouveau comité étudiant de la Société pour l'écologie de la restauration à l'UQAT. Puis ensuite, on passera aux présentations. Bon, bonjour à tous. Juste rapidement, on a créé un comité en 2021. Officiellement, en 2022, on a starté nos activités en septembre. Donc voilà, c'est le première association étudiante francophone au monde de la SER, donc on en est assez fiers. Et voilà, on est aussi le premier forcément au Québec. On a 3 objectifs dans notre mission, c'est promouvoir la recherche dans le domaine de la restauration écologique et de la réhabilitation des sites perturbés, créer et rassembler un réseau d'acteurs en Abitibi, mais aussi peut-être plus large au Québec et voire peut-être à un moment donné au Canada. Et puis aussi valoriser le travail des étudiants, à travers plusieurs approches et favoriser l'entraide entre les étudiants. Récemment, on a organisé une conférence avec un professeur de l'université de Bohême du Sud en République tchèque qui s'appelle Karel Prák. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément au niveau de ses travaux de recherche, sur la succession spontanée notamment. Et puis, on va organiser très prochainement une conférence avec Simon Landhauser, je pense que c'est le 6 mars à midi, heure de Montréal. Puis ça va être diffusé en ligne, donc si ça vous intéresse, vous avez juste à nous suivre sur notre page Facebook ou notre page LinkedIn, puis vous aurez toutes les informations. On va également organiser un symposium lors de la conférence RE3 à Québec en juin. Et puis bon, on organise tout un ensemble d'activités étudiantes. Et il y a quelques avantages pour les étudiants à s'inscrire au sein bon, là, je m'adresse aux étudiants de l'UQAT parce que c'est pas ouvert à tous les étudiants au Québec, mais pour les étudiants de l'UQAT, il y a quelques avantages à s'inscrire auprès de nous. Vous avez juste à nous écrire un petit courriel. J'ai oublié de mettre l'adresse courriel, mais c'est comité ser@ucat.ca. Ou sinon, vous pouvez m'écrire directement à mon adresse courriel. Ça me fera plaisir de vous inscrire. Voilà. Merci Simon. Donc, je vais en profiter, reprendre la parole pour présenter Simon avant qu'il nous fasse sa présentation. Donc, Simon Taurine a obtenu sa maîtrise en écologie à l'UQAT en 2019, après avoir obtenu une licence en ingénierie pour l'environnement à Toulouse, en France, en 2016. Et depuis l'été 2019, Simon poursuit ses études à l'UQAT à travers un doctorat en génie minéral, en extension de Polytechnique Montréal, sur la restauration écologique des sites miniers. Il possède une expertise particulière dans ce domaine qu'il a développée au cours des 2 stages MITAX qu'il a effectués avec la compagnie Anico Eagle. Simon, je t'invite à partager ton écran. Ouais. C'est à toi. Tout le monde le voit, j'imagine. Si je le mets en plein écran, là, vous voyez bien? Oui, c'est bon. Ok, super. Alors, merci Marie pour la petite introduction. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de mon projet de thèse. Donc, c'est un axe qui porte sur l'utilisation de paillis de bois ramel fragmentés pour faciliter, excusez-moi, je ferme ça juste, pour faciliter la succession spontanée des plantes sur stériles miniers en contexte boréal. Donc, je fais cette partie de mon projet avec mes co-encadrants, Marie Guitoni, qui est professeure à l'IRM, puis Armand Séguin, qui est un chercheur de Ressources naturelles Canada au Centre de forêt des Laurentides à Québec. Bon, pour commencer, une photo de la forêt boréale, et puis une photo de la forêt boréale avec un site minier en plein milieu. Ça, c'est une photo issue de l'ouvrage de Bussière et Guitoni, qui s'appelle Hard Rock Mine Reclamation. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'impact que peut avoir les sites miniers en Abitibi. Et puis, cet impact, cette empreinte, elle contribue à la fragmentation de la forêt boréale.
Lorsqu'on parle de fragmentation de l'écosystème, ça implique souvent une perte de services écologiques. Et je voulais juste vous montrer à travers ces petites vignettes rapidement. Je vais juste mettre mon petit pointeur. 4 étapes de l'exploitation minière. Donc, au tout début, on a un écosystème. On va retirer le premier horizon, le sol, etc., pour accéder à la roche-mère. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler le mort-terrain. Il y a aussi souvent du topsoil avec ça. Excusez-moi, du sol organique en français. Ensuite, on va excaver la roche-mère. Ça va produire deux produits, finalement, à travers l'explosion de la roche-mère. Le premier, c'est les roches stériles. Les roches stériles, c'est le sous-produit non économique qui contient finalement une concentration très faible en métal et donc il n'y a pas trop d'intérêt à être transformé. Puis l'autre partie du produit, c'est le minerai qui s'en va à l'usine de concentration, puis qui va créer un autre type de rejet qu'on appelle les résidus. Donc moi, dans le cadre de cette présentation, je vais vous parler des roches stériles parce que c'est ce que j'ai étudié ici. Donc pour les roches stériles, voici une belle photo d'une halle d'astérite sur le site minier Lapa, celui sur lequel j'ai fait mon projet de recherche. Donc une photo en 2017, aujourd'hui, il est fermé ce site et toutes ces infrastructures ont été retirées. Brièvement, quelques caractéristiques à propos de ce matériau. C'est un matériau, donc au niveau de la granulométrie, qui contient 66% de gravier, 20% de sable, 13% de limon et 1% d'argile. Donc là, je vous parle des roches stériles sur lesquelles j'ai travaillé. C'est très variable d'une roche stérile à l'autre. Mais tout ça pour vous montrer que c'est un matériau qui est relativement grossier. On a 2/3 du matériau qui est considéré comme du gravier. Donc c'est quelque chose qui a des propriétés de rétention supposées plutôt faibles, étant donné la granulométrie de ce matériau. On peut ajouter à ça le fait que dans les roches stériles, il n'y a pas de matière organique. Il n'y a pas de banque de graines. La faune du sol, elle est rare ou quasi inexistante. Il n'y a pas de couvert canopique non plus sur une halle stérile. Le microbiome du sol, déjà, il est souvent bien moins abondant, puis il est souvent bien différent de ce qu'on peut trouver dans les sols forestiers. Donc, de manière générale, si je devais faire une description sommaire de ces caractéristiques, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'héritage biologique sur les roches stériles. Et donc, qui dit pas d'héritage biologique, donc dans le cas des roches stériles, dit succession primaire. Donc, peut-être vous êtes familier avec le concept de succession écologique. La succession écologique, il y a 2 types de succession. Il y a ce qu'on appelle la succession primaire, la succession secondaire. La succession secondaire, c'est quand on a un héritage biologique. Donc, par exemple, après une perturbation du type une coupe à blanc, un incendie forestier, mais il reste toujours la banque de graines ou en tout cas un horizon organique, etc. Dans la succession primaire, on n'a pas du tout ça. C'est le cas des coulées de lave, des installations de dunes, des sites miniers. Donc, c'est des processus qui vont prendre plus de temps pour atteindre les stades les plus avancés de la succession. Donc, atteindre, par exemple, un écosystème forestier mature, ça prend, j'ai mis des décennies ici, mais bien souvent plutôt des siècles. Alors, on pourrait envisager de remettre le mort-terrain, le matériau que je vous ai parlé précédemment, l'horizon haut. Sauf que le problème, c'est que souvent, soit c'est pas conservé, soit après 10 ans d'exploitation et avoir été stocké pendant 10 ans, il n'a plus la même qualité. Donc, c'est souvent un peu difficile de remettre ça sur le site. Donc, c'est un défi pour les compagnies minières, à la fois pour atteindre les exigences réglementaires et puis également pour répondre aux attentes sociales. Mon projet, donc vous voyez ici, je vous ai représenté de manière très schématique la succession primaire. Mon projet, moi, il s'intéresse vraiment aux premières étapes de la succession primaire, donc 5 ans après perturbation, 4 à 5 ans après perturbation. Donc, comme je vous ai dit, on ne peut pas toujours utiliser le mort-terrain ou l'horizon organique, donc on peut essayer d'envisager de mettre de la matière organique en surface pour générer de la pédogénèse. Certains le savent, pour créer un sol, ça prend l'érosion de la matière minérale, puis l'apport de la matière organique et sa décomposition. Puis, bon, avec un peu de temps, on va obtenir un sol. Donc, moi, j'ai proposé d'apporter un autre matériau qui s'appelle le bois ramel fragmenté, sous forme de paillis. Donc, le bois ramel fragmenté, rapidement, c'est un produit secondaire, c'est un sous-produit des coupes d'émondage le plus souvent. C'est peu coûteux parce que souvent, c'est un produit dont on cherche à se débarrasser. Ça ressemble à ça.
En fait, c'est tout simplement des rameaux de bois de moins de 8 cm de diamètre. Tout ce qui fait plus de 8 cm de diamètre, on n'appelle pas ça du bois ramel fragmenté. Et tout ça, ça va être fragmenté et on va pouvoir le déposer voilà, sur une matière. Dans la littérature scientifique, on a observé que ça pouvait réduire les écoulements en surface après pluie. Ça maintenait également l'eau juste sous la surface. Donc ça, c'est dans le cadre d'une carrière de calcaire en Espagne. Puis ça peut également permettre d'augmenter la croissance des tiges de plantules. Ça, c'est le cas sur un parc à résidus d'une mine de charbon en Angleterre. Mais il y a très peu en réalité de contenu dans la littérature qui s'intéresse au bois ramel fragmenté, en particulier sur les sites miniers. Rapidement, sur mes objectifs de recherche, donc j'ai fait le bilan finalement, on ne savait pas grand-chose au niveau des facteurs qui influençaient la succession primaire sur site minier. La plupart des recherches, honnêtement, elles sont faites soit sous la forme de chronoséquences, donc on n'a pas une étude en temps réel de la succession primaire. Puis sur site minier, on a très peu d'informations. Et je pense que si on connaissait un petit peu mieux ces facteurs-là, ben, on pourrait améliorer nos approches, nos pratiques restauratoires pour les sites miniers. Également, on a peu de connaissances sur l'utilisation des pailles de bois ramel fragmentés de manière générale. Puis dans la restauration écologique des roches stériles, bah, c'est encore moins présent. Donc, pour la question de recherche pour l'ensemble de cette présentation, c'est la suivante. Est-ce qu'un paillis de bois ramel fragmenté peut accroître la colonisation spontanée des plantes ligneuses sur roches stériles? L'aire d'étude, ben, c'est un site minier aurifère en Abitibi-Témiscamingue au Québec, qui a été fermé en 2018. Pour ceux qui ne savent pas où c'est l'Abitibi-Témiscamingue, c'est ici. On a installé donc un dispositif expérimental sur un étalement de roches stériles scarifiées qui est très proche du site minier. Donc, vous voyez ici, vous avez le site minier de l'APA, donc qui ne ressemble plus du tout à ça aujourd'hui en 2023. Puis, on a installé le dispositif ici, donc très, très proche de la forêt adjacente. Et en fait, c'est un étalement de roches stériles qui proviennent du site, en fait, du site minier, sur l'ancien site de stockage de la poudre du site minier. Voilà. Au niveau du design expérimental, bon, on a installé l'expérience en 2017. On a fait un suivi jusqu'en 2021. C'est un design en blocs complets aléatoires. Vous pouvez les voir ici. Il y a 4 blocs disposés le long d'une pente à 3%. On a utilisé 4 traitements différents. Donc, le premier, ben, c'est un traitement contrôle. C'est les roches stériles scarifiées. Ensuite, on a fait un autre traitement avec un ajout de 10 cm de sable par-dessus les roches stériles qui étaient scarifiées. Le troisième traitement, c'est une couche de 2 cm de paillis de bois ramel fragmenté par-dessus nos roches stériles scarifiées. Et enfin, le dernier traitement, c'est une couche de 2 cm de paillis de bois ramel fragmenté par-dessus les 10 cm de sable, par-dessus les roches stériles scarifiées. Et puis, on a utilisé un bois ramel fragmenté qui provient du sol, de l'espèce, le sol Salix sp. Tout a été randomisé, bien entendu. Dans chacune des cellules, donc on avait 16 cellules, 4 cellules donc de 4 traitements par bloc, donc 16 cellules. Dans chaque cellule, on a créé 9 quadrats de 1 mètre carré chacun. Et puis, dans ces 9 quadrats, on en a tiré 4 aléatoirement qu'on a ensemencés avec 500 graines de bouleau blanc et 500 graines de pain gris. Et puis, on a laissé 5 autres. Les 5 autres, on les a laissés en colonisation naturelle. Originellement, on avait ajouté 2 aires de référence. Une non perturbée qui se situait dans la forêt et puis une perturbée qui se situait dans une zone forestière adjacente au site mais qui avait subi une coupe forestière. Malheureusement, elles ont été détruites en 2018 par de la machinerie, donc on n'a pas pu continuer le suivi. Au niveau des mesures, on a donc mesuré la réponse des arbres et des herbacées au traitement. On a compté le nombre d'individus d'arbres en fait, pour chaque espèce, nombre d'individus par mètre carré sur nos petits quadrats. On a fait ça donc en juillet et octobre 2018, 2019, 2020 et 2021. Et puis en juillet 2019, 2020 et 2021, on a calculé le recouvrement total et le recouvrement spécifique par la méthode des points contacts. On a également calculé ce qu'on pourrait appeler un recouvrement relatif qui correspond au recouvrement spécifique divisé par le recouvrement total. Et puis, on a également calculé le nombre d'espèces qu'on avait par mètre carré. On a fait des mesures également des conditions microclimatiques, donc à partir de sondes.
les sondes RT1 pour la température du sol. Ça, il y en avait 12 sur le dispositif. Puis, on a mis des sondes EC5 pour la teneur en eau volumique du sol. Donc, ces sondes, elles mesuraient de manière horaire la température et la teneur en eau volumique du sol à 5 cm sous la surface du substrat. Donc, vous pouvez voir ici sur le schéma, c'est 5 cm en dessous. En 2018, en plus de l'impact de la machinerie sur nos aires de référence, on a également eu des animaux qui se sont intéressés à nos sondes et qui ont grignoté un petit peu nos data loggers et nos sondes. Donc voilà, on a eu quelques dégâts, on a perdu un peu de données, puis on a dû aussi changer ces sondes. Alors, c'est bien beau d'avoir la teneur en eau volumique. Le problème, c'est que les plantes, elles réagissent pas pareil d'un sol à l'autre parce qu'on peut avoir une on peut avoir une teneur en eau volumique assez haute et que la plante, elle ait quand même du mal à aller chercher cette eau, à acquérir cette eau. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on a un sol très drainant, il y a une faible succion du sol. Donc, bien souvent, la plante, elle n'a pas besoin de trop forcer pour pouvoir aller chercher cette eau, alors qu'on pourrait avoir une teneur en eau très importante dans un sol, mais qu'il exerce une succion très importante dans le cas des sols où on a des particules très fines. Et dans ce temps-là, la plante, elle a du mal à aller chercher l'eau, malgré qu'il y ait de l'eau dans le sol. Donc, pour faire une relation entre la succion du sol et la teneur en eau volumique, j'ai fait des courbes de rétention en eau. Donc, vous en voyez ici deux. Celle en noir, c'est les roches stériles et en gris, pardon, c'est le sable. Pour les roches stériles, on a utilisé une approche avec des données observées, puis on a lissé une courbe de Van Genuchten sur les données observées. Pour ce qui est du sable, on l'a estimé à partir de la méthode de Kovacs modifiée. Je ne rentre pas dans le détail des calculs, mais par contre, je voudrais vous montrer rapidement comment j'ai mesuré les points certains sont familiers probablement dans l'audience avec cette façon de faire, mais en gros, on remplit une colonne du matériau, donc là, en l'occurrence, c'est des roches stériles, puis on la remplit par mouillage, donc par le bas, et on l'amène à saturation. Ensuite, on la laisse se drainer pendant 24 heures. Et puis, on est capable de savoir par rapport à la hauteur de la colonne, le niveau de pression qu'exerce donc en centimètres d'eau le matériau. Donc, tout en bas, on est à 0, puis plus on monte, plus on a une pression importante. Ce qu'on fait, c'est qu'on a laissé se drainer, puis après, on a calculé pour chaque galette de 10 cm la teneur en eau massique en faisant juste s'évaporer l'eau dans le matériau et en faisant une différence de masse entre la masse sèche et la masse humide, on obtient la teneur en eau massique qu'on est capable de convertir en teneur en eau volumique, et ça nous permet d'avoir une relation entre la teneur en eau volumique et la pression de succion du matériau. Enfin, on a également fait un inventaire forestier de la forêt adjacente un peu pour savoir quelles pouvaient être les espèces qui allaient avoir un impact sur la colonisation naturelle du dispositif. Donc, pour ça, j'ai regardé un petit peu dans la littérature quels étaient le DHP et la hauteur moyenne pour considérer pour chaque espèce que l'individu était arrivé à maturité et produisait suffisamment de graines pour considérer qu'il participait de manière significative à la pluie de graines. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le DHP, donc c'est le diamètre à hauteur de poitrine, c'est un diamètre de l'arbre à 1,30 m de hauteur. Et puis pour la hauteur, c'est la hauteur de l'arbre tout simplement. Puis ça, je l'ai obtenu grâce à un outil qui s'appelle le clinomètre. Et par un rapport de trigonométrie, on est en mesure de déterminer la hauteur de l'arbre. Donc, vous voyez, on est pile poil dans une sapinière à bouleau blanc au niveau des arbres matures, puisqu'on voit que le sapin baumier, il est dominant un peu. Que ce soit le DHP ou la hauteur, vous voyez, par rapport aux écarts types, on a quand même quelque chose qui est relativement similaire. Et puis, juste après, c'est le bouleau blanc qui arrive en termes de dominance dans la forêt. Ici, je vous ai mis l'abondance relative des espèces pour les individus de moins d'1 mètre, mais c'est pas ce qui intéresse. Donc, on passe au résultat. Au niveau de l'effet du BRF sur notre... alors, tout de suite, pour le bouleau blanc, ça n'a pas du tout marché. On n'a pas eu du tout de germination. Donc, je me suis intéressé qu'au pain gris, au niveau des espèces ensemencées. Et quand on regarde l'effet du BRF, on se rend compte que le BRF, il a eu un effet, lorsqu'on était sur le sable, il a eu un effet sur la colonisation du pain gris, sur sa germination et sur sa survie dans le temps. Mais par contre, quand on regarde au niveau des roches stériles, on n'a jamais de différence significative. Donc, voilà, pour le sable, c'est intéressant, mais pour les roches stériles, pas tant. Au niveau de la colonisation naturelle, les espèces feuillues, ça n'a vraiment pas marché. Par contre, tout ce qui est conifère, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est produit. Bon, déjà, on a pour l'épinette blanche,
on remarque qu'on avait des différences significatives, surtout sur le sable. Mais après la dernière année, en 2021, la dernière année de suivi, on s'est rendu compte que finalement, on avait une vraie différence significative entre les substrats qui avaient été couverts d'un paillis de BRF et ceux qui ne l'avaient pas été, peu importe le type de substrat minéral. Donc ça, c'est intéressant. Puis au niveau du sapin baumier, je me disais, bon, mais il n'y a aucun effet finalement du BRF. Mais en regardant un peu de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait une relation négative entre le nombre d'individus de sapin baumier et le tussilage, qui est une espèce herbacée. Donc j'ai voulu voir, est-ce que lorsque j'enlève dans mon analyse la présence du tussilage, parce qu'il y avait des quadras où il n'y en avait pas, il y en avait où il y avait du tussilage, mais j'ai juste regardé et fait la même comparaison finalement quand il n'y en avait pas et quand il y en avait. Et quand il n'y en avait pas, finalement, on se rend compte qu'en 2021, on a une vraie différence significative et il y a un vrai effet positif du BRF sur la colonisation naturelle du sapin baumier lorsqu'il n'y avait pas de tussilage. Et quand il y a du tussilage, ben, malheureusement, ça estompé, on va dire, l'effet du BRF. Puis après, j'ai regardé au niveau de la teneur en eau volumique sur la colonisation naturelle du sapin baumier. Et puis, comme on pouvait s'en douter, alors c'est une espèce qui a été plus sensible que les autres parce que c'est une espèce plutôt de fin de succession, mi-succession, fin de succession. Et donc, souvent, c'est une espèce qui devient dominante dans les sous-bois, qui progressivement prend sa place. C'est une espèce qu'on dit shake tolerant. Et donc, elle a souvent besoin d'un peu plus d'humidité dans les sols. Donc là, on peut voir qu'il y a une relation linéaire entre le nombre d'individus par mètre carré et la teneur en eau volumique moyenne lors de la saison de croissance. Puis on peut aussi voir que le nombre de jours où, pendant la saison de croissance, où la succion est dépassée à 100 kPa, eh ben, il y avait donc moins d'individus par mètre carré sur les cellules. Je voudrais vous parler rapidement d'une espèce qui s'appelle Anaphalis margaritacea, qui est selon moi intéressante pour une raison, c'est qu'il y a une relation entre le nombre d'individus par mètre carré du pin gris et de l'épinette blanche avec le recouvrement relatif de Anaphalis margaritacea. Par contre, il n'y a pas de relation lorsque je regarde directement, c'est une relation négative comme vous pouvez voir, et il n'y a pas de relation lorsque je regarde le recouvrement spécifique d'Anaphalis margaritacea avec ces deux espèces. Et ça laisse entendre que en fait, c'est lorsqu'elle est dominante, Anaphalis margaritacea, c'est souvent parce que c'est la seule en fait qui est présente dans la communauté d'herbacées. Et donc en fait, c'est celle qui est, elle est pas compétitrice avec ces deux espèces puisque sinon il y aurait une relation aussi négative au niveau de son recouvrement spécifique. Mais on peut voir que lorsqu'elle est présente, c'est peut-être un bon indicateur que le site est très perturbé. Donc rapidement des petites conclusions. Le paillis de BRF, il a eu un effet positif sur la colonisation naturelle des trois espèces de conifères. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Pinus banksiana, le pin gris, l'épinette blanche et le sapin baumier, qui correspondent un peu les trois à des phases différentes de la succession. Le pin gris, c'est plutôt assez pionnier, c'est plutôt de début de succession, alors que l'épinette, on est plutôt dans la mi-succession et le sapin baumier plutôt dans la fin de succession. Donc c'est quand même intéressant de voir que les trois, elles ont été favorisées par l'apport de BRF après 5 années. Le paillis, il a également eu un effet positif sur les propriétés microclimatiques en surface du sol. Donc, vous l'avez vu, réduction du nombre de jours en stress hydrique pendant la période de croissance. Et enfin, le paillis de bois ramelleux fragmenté, je pense qu'il pourrait être utile pour la restauration de la forêt boréale sur roches stériles. Dans le cas de roches stériles non génératrices d'acide, de DMA, puisque on n'était pas dans un contexte contaminé ou générateur de DMA. Donc ça permettrait peut-être de réduire le temps nécessaire pour la succession primaire. Rapidement, je vais juste finir quelques recommandations. Les limites, vous l'avez vu, je vous en ai parlé dès le début. Le problème, c'est que peut-être le dispositif était très proche de la forêt adjacente, donc il y a un effet court terme dans une aire assez limitée. Au niveau des recommandations, moi, je pense que c'est important de tenir compte de l'influence potentielle de certaines espèces herbacées comme le tussilage, parce que elles peuvent avoir un impact sur le processus de succession primaire dans les travaux de restauration. Et il va falloir en tenir compte et éventuellement envisager peut-être un contrôle de ces espèces si on opte pour la succession spontanée comme approche de restauration. C'est important, je pense, d'identifier des espèces qui pourraient être de bons bioindicateurs pour fournir des informations sur le succès des efforts de restauration dans les écosystèmes fortement perturbés. Et je pense, juste pour conclure, que c'est important de poursuivre la recherche pour améliorer les pratiques de restauration passive, de mieux comprendre les mécanismes de succession primaire en forêt boréale suite à une perturbation anthropique comme un site.
Et je finis avec ça, juste 2 photos, 2017 à 2021. Je pense qu'il y a, voilà, vous pouvez voir ici qu'il y a quand même une belle colonisation de la végétation. Merci. Merci Simon. On va passer aux questions. Je vous invite à les poser dans l'outil Q&R pour le public. Je pense qu'on a déjà une question de la part des panélistes. Nelson? Oui, merci Marie. Merci Simon. Je m'excuse, j'ai été déconnecté là, momentanément, un petit problème technique. Je me demandais, moi je viens du milieu forestier et puis là tu utilisais un terme dès le début, tu as parlé de roches stériles scarifiées. Quand on parle de scarifiage en foresterie, on a quelque chose en tête et je me demandais si tu pouvais préciser ce que ça voulait dire Ouais. dans le contexte minier. Alors d'un point de vue technique, en fait, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a pris un godet de pelle, là, de pelle mécanique, puis avec les dents, on a tracé sur à peu près, je dirais 5 à 10, c'est pas précis là, c'est difficile d'avoir une précision avec une pelle, mais 5 à 10 cm de profondeur, on a fait passer voilà, une pelle pour scarifier le substrat. L'objectif, c'était de créer un petit peu des microsites et de favoriser le piégeage des graines en premier, puis peut-être faire un peu changer OK. les conditions microclimatiques. OK. Donc, c'est exactement la même définition. OK, je te remercie. J'en ai une question. Ah, je vois qu'il y a une question qui vient de rentrer. Je peux peut-être poser la mienne rapidement. Dans ta conclusion, Simon, tu as effectivement mentionné que ton dispositif était très proche de la forêt, là. Dans le cas je me demandais par rapport à la halde stérile en tant que telle, est-ce que tu penses que l'effet serait similaire, notamment sur les plateaux, là, tu sais, il y a quand même une différence au niveau de l'élévation. Comment tu vois ça? Comment tu peux exporter tes résultats par rapport au plateau de la halde en tant que tel? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est quand même, faut comprendre qu'il y a des contraintes effectivement par rapport à l'élévation pour la pluie de graines, pour que les espèces finalement tout simplement arrivent à disséminer jusque-là. Mais j'avoue que ça sort vraiment du scope de mon projet. J'ai pas pu étudier l'effet de l'élévation, mais ça serait vraiment intéressant effectivement. Même pas juste à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait des gens qui avaient travaillé aussi sur ça. Si je dis pas de bêtises, Simon Bouchard, c'est ça son nom? Je sais plus. Marie pourra confirmer là. Mais Hugo, pardon, Bouchard, qui a travaillé aussi sur les pentes des haldes. Donc moi, mon dispositif pour le coup, il tient pas compte du tout de ça. On est sur quelque chose de très plat, puis très proche de la forêt. Et effectivement, je pense que il y a des espèces qui sont capables de disséminer beaucoup plus largement que d'autres. Et je pense que c'est effectivement une limite, le fait qu'on ait des algues qui soient très hautes et donc qui soient inaccessibles pour les graines, pour végétalisation par succession spontanée. Peut-être si on a des plateaux un peu plus hauts, comme ça va être nécessaire d'envisager d'autres approches comme la plantation, qui peuvent malheureusement. Je pense qu'au niveau de la biodiversité, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais au moins ça va faire de la biomasse sur les dispositifs. Merci. On a des questions du public. Donc, je vais en combiner deux. Simon, il y en a une d'Abdoulaye Barry, puis une d'un spectateur anonyme. Demande, je voudrais savoir quel a été le niveau de décomposition du BRF utilisé durant l'expérimentation. Puis l'autre personne demande, devez-vous rajouter du BRF régulièrement à long terme? Alors nous, on n'a pas rajouté de BRF. Je pense que apporter de la matière organique fraîche comme ça de manière régulière, je suis pas sûr que ça soit si bon. C'est bien de laisser, je pense, décomposer une première fois le matériau. Et au niveau du niveau de décomposition, après, je l'ai pas étudié, donc tout simplement, je peux pas trop conclure, mais je donne mon avis, là, je donne mon opinion. Mais après, au niveau du niveau de décomposition, si je dis pas de bêtises, le BRF, on l'avait installé. Alors ça, c'est toi, Marie, qui t'en était occupé à l'automne 2016. Là, il était frais. Et puis, on a laissé tout un hiver et on a commencé le suivi à partir je pense que le premier été, c'est mai 2017, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a eu un temps quand même de compostage, entre guillemets, on va dire, du matériau, qui n'a pas été très long, étant donné qu'il était sous la neige quand même. Mais je pense, je dirais, peut-être 3-4 mois, quelque chose comme ça, entre l'automne et la première période de suivi. Et au bout de 5 ans, il est dans quel état, le BRF? Est-ce que tu peux dire? Oui, ouais, au bout de 5 ans. Il est partiellement décomposé, hein. On n'est pas sur quelque chose de très décomposé.
J'avoue que j'ai pas mesuré la décomposition du BRF. Ça pourrait être intéressant peut-être de regarder. J'ai regardé l'agrégation, mais j'ai pas regardé l'agrégation du matériau sur toutes les années de suivi. À la fin, je l'ai regardé. On avait un meilleur taux d'agrégation. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'agrégation, c'est le fait qu'une formation de ce qu'on appelle un complexe argilo-humide, donc le mélange de la matière organique et de la matière minérale ensemble. Donc ça veut dire qu'on est en train de former un sol. Et puis, je dirais qu'on est quand même sur une meilleure agrégation lorsqu'on a apporté du BRF que lorsqu'on n'en avait pas mis, ce qui est assez logique puisqu'il y avait plus de matière organique que quand on avait apporté du BRF. Merci. On a une question de Marie-Pierre Etier. Tu mentionnais un succès pour la restauration sur les stériles non générateurs d'acidité. Penses-tu que la différence serait substantielle sur un recouvrement sur des stériles générateurs d'acidité? Je ne sais pas si Canon Martic envisage de faire un projet de recherche, mais ça pourrait être intéressant. Moi, je ne l'ai pas mesuré, mais je pense que je veux juste en fait donner des limites à ça. Mais je pense que ouais, évidemment qu'il y aurait peut-être, tout dépend. Bien entendu, ça dépend du niveau de contamination, ça dépend du niveau de DMA que peuvent potentiellement produire ces roches stériles. Mais j'imagine que ça peut avoir un impact. Donc, je préfère pas trop me prononcer sur ça. Moi, c'était pas mon cas dans mon étude. Et voilà. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de le regarder et même de comparer peut-être entre deux types de roches stériles et voir l'effet que pourrait avoir des roches stériles qui seraient potentiellement génératrices d'acide. Est-ce que tu penses que c'est applicable sur toute roche stérile, notamment en lien avec la scarification? Comme j'ai dit dans le début de la présentation, les roches stériles, c'est très variable d'un site à l'autre. Moi, j'ai étudié un site très particulier que je pense est relativement simple, normalement restauré au niveau de ce que ça implique, parce que puis les roches stériles que j'ai étudiées, elles sont quand même plus fines que certaines autres roches stériles que j'ai observées, malgré le fait qu'on a 2/3 de gravier. Là, on a quand même un matériau qui est un peu moins grossier que ce qu'on peut trouver sur d'autres sites miniers. Donc, je ne peux pas trop me prononcer sur ça, mais en même temps, je pense que c'est intéressant de faire des projets de recherche pour savoir, pour mieux déterminer ces choses-là. Et voilà, ça serait ma conclusion. Difficile d'extrapoler un peu trop mes résultats à ce niveau-là. Ce qui est important de dire, c'est que les stériles de la mine sur laquelle tu as travaillé, ils contiennent du talc et quand on les scarifie, ils produisent des particules fines, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les roches stériles. Je pense qu'on va garder les 2 autres questions pour une réponse peut-être par courriel, puis qu'on va passer à la présentation d'Alex, ou on les gardera pour les poser à la suite de la présentation d'Alex si on avait du temps. Oui, en fait, Marie, je t'invite, si tu veux, justement, si tu peux répondre à certaines questions pendant la présentation d'Alex, tu peux effectivement répondre via l'outil Q&A. Ouais. C'est bon. Merci, Nicolas. Donc, je vais prendre 1 minute pour présenter Alex Proto, qui est originaire de la Naudière, qui a fait son baccalauréat en biologie ainsi que sa maîtrise en biogéosciences de l'environnement à l'Université Laval à Québec. Il a poursuivi ses études avec un doctorat en sciences de l'environnement à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Sa thèse portait sur l'impact des racines, sur la performance d'une couverture d'ingénierie visant à limiter la formation de drainage mini-acide. Il a toujours aimé travailler dans le multidisciplinaire et il poursuit ses recherches qui combinent développement minier, environnement et végétation. À toi, Alex. Bon, alors, merci Marie. Est-ce que vous êtes, voilà, partage, je peux ici. Voilà. Parfait. Donc, alors, moi, j'ai fait des travaux en collaboration avec la mine Raglan. C'est aussi un projet qui s'inscrivait dans le consortium de l'IRM, au fond, à propos de la végétalisation des sites miniers en milieu arctique. Par plantation en sillon, ça revient aussi un peu, on rebondit un peu sur ce que Simon a fait avec les scarifications, qui sont peut-être une augmentation, et les propriétés microclimatiques pour l'amélioration de l'installation d'un couvert végétal. Marie supervisait ce projet avec Marc Gagné de Mine Raglan. Donc, voilà. Donc,
plan classique, donc une petite introduction, matériel, méthode, résultats et les conclusions, puis on va terminer avec recommandations et perspectives. Simplement pour vous donner une idée au fond de à quoi ressemble ce milieu qu'est le milieu arctique du nord du Québec. Ici, on est plus près des côtes, donc on voit qu'il y a quand même déjà un couvert végétal, mais sur la prochaine diapo, je vais faire apparaître l'image. Ici, en bas à droite, on a ce que dans les terres, ça ressemble. Donc, il y a très peu de végétation, un sol qui est majoritairement de la pierre. Donc, pour restaurer les sites miniers, il est nécessaire de ramener un état satisfaisant. Ça peut inclure une remise en végétation. Puis, un site en milieu arctique a des défis qui sont uniques à ce type de milieu. Puis, en ce moment, comme je disais, peut-être que ces régions présentent peu de végétation, puis que ce ne serait pas nécessaire de faire une grosse remise en végétalisation puisqu'il n'y en avait pas au départ. Mais avec les changements climatiques, on a une migration vers le nord de la végétation et donc peut-être que dans le futur, ça va devenir un volet qui va être plus important. Donc, c'est important de faire peut-être des débuts de recherche pour avoir une idée de comment on va pouvoir faire ça. Dans les milieux arctiques, les défis principaux, c'est les climats qui sont extrêmement rigoureux, température très froide, manque de nutriments, courte saison de croissance. Ensuite, l'intensité du vent, qui en plus ça met en place de premiers individus pour créer au fond une végétation qui pourrait protéger une deuxième colonisation et poursuite de la croissance. Ensuite, donc, créer un environnement sec en période sans couvert de neige qui pourrait, au fond, à cause du vent qui projette des cristaux de glace qui peuvent endommager la végétation exposée en hiver. Donc, comme il n'y a pas de végétation déjà installée et qu'il y a des grands vents, la neige va détruire ce qui n'est pas couvert par la neige. Et ensuite, comme on est loin dans le nord, on a manque d'accès à des matériaux végétaux supplémentaires. Donc, c'est difficile d'aller chercher d'autres matériaux. Pour faciliter l'acquisition de plants d'espèces, donc il y a plusieurs manières de faire. Donc, je commence avec le dernier défi d'avoir plus de matériaux végétaux. Il y a possibilité de produire des plants en serre avec des boutures. Mais bon, les espèces ligneuses n'ont pas toute la même capacité de production des espèces qui vont pouvoir facilement créer des boutures en serre et d'autres qui vont être plus difficiles, qu'il va falloir prendre à certains moments précis de l'année. Et donc, c'est important de savoir lesquels peuvent être utilisés. Ensuite, pour ce qui est de l'impact du vent, comme je mentionnais, il y a différentes manières de limiter cet impact-là, soit par la mise en place d'une législation brise-vent, par la mise en place de plans abri. Mais ces deux méthode-là, le problème ici, encore une fois, c'est qu'on n'a pas accès à d'autres végétations. Donc, une végétation brise-vent, souvent, va être une ligne d'arbres ou d'arbustes. Donc, ici, c'est impossible. Ensuite, végétation abri, ça va être une végétation en place qui va permettre de limiter le vent autour d'elle. Encore une fois, si on n'a pas déjà accès à la végétation, c'est difficile. Donc, on se tourne vers un des troisièmes méthodes, soit la végétalisation en crête et sillon. Donc, l'objectif ici, c'était de savoir s'il allait être possible de produire des plants viables à partir de boutures d'espèces d'arbres et arbustes indigènes de la région du nord du Québec et ensuite d'élaborer une méthode de transplantation des arbres indigènes dans des sillons pour permettre une première végétalisation qui pourrait ensuite peut-être aider à former une protection contre le vent pour les colonisations successives. Donc, la zone d'étude, comme j'ai mentionné, c'est la mine Raglan qui se situe au nord du Québec, à peu près 100 km de Baie-Déception, donc Baie-Déception qui est sur la côte, donc à 100 km à peu près à l'intérieur des terres. On a un climat polaire, semi-aride, très courte saison de croissance, 6,2 degrés pour le mois de juillet en moyenne, moins 28,5 en février. La moyenne annuelle est de moins 9,8 degrés Celsius, période de croissance de 60 jours, du gel au sol pendant 300 jours par année. Donc, c'est pas une très bonne zone pour la croissance. Les deux espèces ligneuses principales dans cette zone sont Salix planifolia et Betula glandulosa, donc un saule et un bouleau. Donc, premièrement, la production, on va commencer par la première partie, soit la production de boutures à partir de planifolia et de glandulosa.
Pour les boutures, on a récolté, on a fait les collectes près de Baie-Déception, au kilomètre 24 de la route de Baie-Déception. Donc, c'est à peu près 24 kilomètres environ à l'intérieur des terres, sur une zone où il y avait beaucoup de végétation. On devait récolter des boutures qui avaient au moins 2 feuilles ou bourgeons vivants. Et on coupait 1 centimètre en dessous de la première ou du deuxième nœud de croissance pour avoir des boutures qui avaient 1 année ou 2 années de croissance, dépendamment. Et on a récolté donc 3 types de boutures, soit Betula glandulosa, 1 année de croissance, Planifolia avec 1 année et Planifolia avec 2 années, puisque Planifolia était très abondant et on avait des belles boutures. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de voir si 1 ou 2 années de croissance sur notre bouture étaient plus efficaces. Pour les boutures, on les a trempées dans l'eau pendant 24 heures. Ensuite, une fois qu'on les a ramenés ici, on a ensuite trempé l'extrémité dans la poudre d'acide idol 3 butyrique à 0,1, qui est une hormone de croissance. Puis, on les a plantés dans un substrat d'horticulture. Ensuite, on les a séparés en 3 catégories de traitement qui correspondent au temps laissé aux boutures pour former des racines. Chaque groupe était séparé en 3. Chaque bouture, donc B1, S1 et S2, se place dans un groupe 1, 2 ou 3 en fonction du temps en mois écoulé. Au final, on avait donc 9 traitements, nos 3 bacs par espèce et par mois de croissance avant la récolte. On les a laissés, on a leur donné une photo de période d'environ 16 heures de lumière, 8 heures de nuit, avec une température de 25 degrés Celsius au laboratoire, puis on faisait une rotation des récipients pour fournir un éclairage uniforme à chaque fois qu'on allait arroser, soit les lundis, mercredis et vendredis. Donc, on a pris plusieurs mesures sur chaque bouture avant les planter, soit le diamètre, la longueur hors sol, longueur totale, nombre de bourgeons, nombre de feuilles. Puis une fois que la croissance a été terminée, donc quand on les a récoltés, après 1, 2, 3 mois de croissance, on a lavé les racines, puis on les a scannés, puis on les a analysés avec WinRhizo pour avoir nos paramètres racinaires pour savoir l'intensité au fond de la production de racines. Parce qu'on avait une production, oui ou non, y a-t-il production de racines, donc succès, ou puis ensuite, quelle est la densité de cette production de racines, l'intensité de cette production de racines. Alors, pour les boutures, premièrement, bon, Glandulosa, on n'a pas réussi à produire de racines. Il y a seulement Planifolia qui a réussi à en produire, et Planifolia, avec 2 années de croissance, on produit beaucoup plus de racines que celle avec seulement 1 année. On peut voir, si on regarde dans le total, en bas à droite, on a une production à 41%. Donc, 41% des plants de Planifolia avec 2 années de croissance ont réussi à produire des racines, comparativement à seulement 6% avec 1 année de croissance. Ensuite, les paramètres qui avaient l'air d'avoir un impact sur la réussite ou non, donc la production ou non de racines, était le rayon à la base de la bouture au départ. Puis, le rayon à la base pour avoir un impact. Puis, vu que pour S1, donc, on voit que les rectangles qui sont plus bleus ici, on avait de la difficulté à avoir des ratios parce qu'on avait seulement 4% qui avaient produit des racines, donc c'était difficile de trouver une corrélation ou une relation qui était significative. Ce qui est intéressant aussi sur les mois de croissance, on voit que le 3e mois de croissance a eu à peine de production de racines, peu importe notre grosseur de rayon, mais au fond, pourquoi, si on revient là, ici, on voyait notre 3e année, on avait seulement 3% de production de racines après 3 mois. Mais ça, c'était dû au fait que probablement le rayon à la base de ces boutures-là était beaucoup plus faible que les autres. Possiblement en raison de lorsqu'on a pris les boutures pour les installer, puis les planter, les premières qui ont été sélectionnées pour faire 1 mois et 2 mois, donc les 2 premiers bacs, ont été peut-être sélectionnées les plus belles et donc les plus grosses. Et le 3e mois a été un peu laissé pour compte dans cette distribution-là des boutures. Donc, en termes d'intensité de racines, la chose la plus intéressante, c'est que, bon, après 1 mois de croissance, il n'y a pas de relation. Donc, on ne pouvait pas voir nécessairement s'il y avait quelque chose d'intéressant qui pouvait nous aider à avoir une plus grosse production de racines. Mais après 2 mois, là, on avait certaines relations qui étaient intéressantes.
Donc, la longueur initiale, le nombre de feuilles initiales, le rayon des boutures étaient tous des choses qui avaient une relation significative avec la production, avec l'intensité de production de racines. La quantité de feuilles, au fond, semble être c'est une relation négative. Donc, d'avoir un peu moins de feuilles, ça pourrait être plus efficace pour produire plus de racines. La longueur totale, la même chose. Des boutures un petit peu plus petites avaient formé une table de racines qui était plus colonisée. Rayon, plus on avait un rayon important, plus on avait des racines importantes. Donc, c'est intéressant, c'est possible de produire des boutures avec des plants viables avec des boutures de ces plants, mais est-ce que ces plants-là pouvaient survivre de la même manière une fois transplantés? C'est ça qu'on pourrait se poser comme question. Donc, si on passe à l'autre partie du projet, qui était la transplantation des arbres dans des sillons, ce qu'on a fait, au fond, c'est qu'on a récolté des individus, encore une fois, au même endroit, au kilomètre 14. Ici, on a une belle vue sur ce à quoi le kilomètre 14, 24, je veux dire, ressemblait. Les mottes, les transplants qu'on a récoltés, on devait trouver des plants entre 5 et 20 cm de hauteur, puis on extrait un volume de sol d'environ 15 cm de diamètre par 10 cm de profondeur. Donc, des mottes d'à peu près cette taille qu'on voit sur les images. Puis, au fond, chaque placette contenait 16 transplants, puis on avait 16 placettes, donc par espèce. Donc, on avait 256 individus de chaque espèce à transplanter, pour un total de 512 individus qui ont été transplantés sur le site. Le dispositif expérimental, donc les 16 placettes, était sur une vieille sablière qui est à proximité de Kikalik, qui est un des sites à la mine Raglan. C'est un dispositif en bloc de répétition complet aléatoire, 4 répétitions de 8 traitements, donc 32 placettes, donc 16 placettes de chaque espèce. On avait des petits sillons, donc on a fait avec une pelle mécanique des petits sillons où on avait une ligne de 4 individus par sillon. On avait des plus grands sillons qui étaient un peu plus profonds. On avait simplement des amas de pierre où on a installé un carré avec des pierres qui étaient entre les différents individus pour essayer de limiter l'impact du vent. Et finalement, d'autres témoins où on avait simplement les arbres qui étaient plantés en carré de 4 par 4. Donc, on a fait plusieurs mesures sur chacune de nos individus sur chacun de nos individus qu'on a transplantés. Donc, la hauteur, la circonférence de la motte, la hauteur de chaque couche de sol, parce que lorsqu'on a transféré nos individus, on voyait que les mottes de terre il y avait des fois la présence d'un sol qui était organique puis d'un sol qui était non organique. Donc, quand on avait ces différents sols-là, on a pris aussi en compte cette hauteur, la hauteur, le nombre de tiges qu'il y avait sur chaque transplant et l'espacement qu'on avait lorsqu'on faisait nos transplantations. Ensuite, on a aussi apporté un anémomètre sur le site pour mesurer la vitesse du vent. On prenait une mesure à hauteur de poitrine, 1,5 mètre environ. Ensuite, une mesure au sol au premier sillon ou à la première rangée. Ensuite, une autre mesure au sol à la dernière rangée et une dernière mesure à hauteur de 1,5 mètre. Ces mesures à 1,5 mètre étaient nos témoins pour comparer avec nos mesures au sol. Puis, un an après cette transplantation-là et nos mesures, on a fait une deuxième campagne de récolte de données où est-ce qu'on est allé chercher la hauteur, le nombre de tiges et puis la survie de nos transplants. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Premièrement, le Planifolia a présenté un meilleur taux de survie que Glandulosa. Donc, le sol a mieux survécu que le bouleau, mais le taux de survie restait élevé. On avait environ 70 % après un an de croissance. Ensuite, le type de traitement n'avait pas nécessairement d'impact sur la survie. Donc, on a un grand sillon, petit sillon où les roches, les témoins, n'avaient pas l'air, c'était pas significatif. Mais la réduction du vent, elle avait été impactée par le traitement. On va le voir après, la réduction moyenne du vent était plus grande pour les individus qui étaient vivants par rapport à la réduction mesurée pour les individus qui étaient morts. Donc, où on a
on avait plus d'individus morts, la réduction du vent moyenne du vent était moins intense. Ensuite, la réduction du vent avait effectivement un impact sur le taux de survie. Donc, plus la vitesse du vent était réduite, plus le taux de survie des plants était élevé. De plus, on voit que Bétula était plus affecté par une diminution que de la vitesse du vent. C'est-à-dire que, que Bétula est plus sensible aux conditions du vent que Salix. En tout cas, il semblerait que ce soit le cas. Ensuite, donc, pour les traitements sur l'impact du vent, on mesure le pourcentage de réduction. Là, on disait 1 moins la vitesse au sol divisé par la vitesse à 1,5 m. Puis ici, on voit que les sillons avaient un bon impact de réduction du vent. Donc, on avait une diminution d'environ 59-58 de diminution de la vitesse du vent, alors que les roches et les témoins, on était autour de 40. Donc, la question que je me suis posée éventuellement, c'est si le traitement a un impact sur la vitesse du vent et que la vitesse du vent a un impact sur la survie, comment se fait-il que le traitement n'a pas nécessairement d'impact sur la survie en tant que telle? Ici, sur le petit schéma marqué 1, 2, 3, 4, j'ai, au fond, c'est une schématisation des différents sillons et des différents plans. Donc, le sillon 1 et le sillon 4 étaient les sillons aux extrémités et le sillon 2 et 3 étaient les sillons du centre lorsqu'on a fait nos mesures. Donc, éventuellement, en vérifiant la position du plan, donc du rang sur la survie, là, j'ai remarqué qu'il y avait aussi on a remarqué qu'il y avait aussi une augmentation du taux de survie pour les sillons qui étaient à l'interne, donc les rangs 2 et 3. Les rangs externes, 1 et 4, présentaient un taux de survie qui était inférieur, particulièrement pour Bétula qui semblait être plus impacté par le vent. Donc ça pourrait être dû à un effet de bordure, le fait qu'au fond, les sillons sur les côtés étaient plus impactés par le vent, puisque ceux du centre, ceux à l'extérieur recevaient le gros de la force du vent et ceux du centre étaient déjà protégés un peu plus. Donc, ça pourrait être ça qui a fait en sorte que on perdait au fond l'impact du traitement sur la survie, mais que le vent, lui, avait bien un impact significatif. Donc, en conclusion, c'est plus facile de produire des plants à partir de Salix. Les boutures de Salix réussissent à produire des racines beaucoup plus aisément si on a des boutures avec 2 années de croissance, puis des boutures avec un peu de moins de feuilles, puis qui sont un peu moins longues. Donc, comme je disais, on avait des relations négatives. Ensuite, les plants de Salix, ils vont survivre mieux à la transplantation que Bétula. Les sillons limitent la vitesse du vent, en effet. Une réduction de la vitesse du vent entraîne une meilleure survie des transplants. Et les transplants dans les sillons au centre des placettes survivent mieux que ceux à l'extérieur. Les recommandations, ça serait, bien entendu, de favoriser Salix, planifolia, puisque c'est plus facile de produire des boutures, des plants à partir de boutures et qui survivent mieux à la transplantation. Puis ensuite, la transplantation en sillon pourrait être une avenue facile à implanter parce qu'on n'a pas besoin de matériel supplémentaire, simplement d'un peu de machinerie. Donc, ça serait peut-être ça qui serait intéressant d'essayer. Pour plus tard, ça pourrait être intéressant de comparer la survie des transplants qui ont été récoltés en milieu naturel à celle des plants qui sont produits à partir des boutures, puis de voir si, comme les sillons centraux semblent plus efficaces que ceux au pourtour, est-ce que ce serait possible d'avoir un dispositif qui pourrait être plus grand pour pour vérifier si l'effet de bordure est encore visible ou si vraiment c'était simplement un hasard qu'on a observé ça. Alors, voilà. Merci. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Alex. On a déjà des questions. Une question d'Olivier Lalonde. Quelle était la profondeur de plantation des boutures dans le sol, le ratio dans et hors sol de la bouture? Quand les boutures? Oui. On n'avait pas, c'était au fond la profondeur de c'était 50-50. Donc, on essayait de rentrer 50% à l'intérieur, 50% à l'extérieur. On n'avait pas un guide en raison du fait que les boutures de Bétula étaient très courtes. Puis,
les boutures de salix étaient très longues, donc on essayait d'avoir à peu près 50%, mais pour les salix, des fois, on ne pouvait pas parce que nos cassettes n'étaient pas assez profondes, donc on rentrait à peu près pour que ça tienne bien. Donc 50-50. Une question de Michel Labrec. Pourquoi ne pas avoir utilisé des boutures en bois sec, c'est-à-dire en bois dormant, comme c'est la façon de faire généralement? C'était une question principalement de temps et d'organisation, puisqu'on était on voulait avoir des individus qui provenaient du site de la mine Raglan, et il aurait fallu y aller au début de la saison de croissance, au moment où il y a le dégel, la fonte des neiges. Puis à Raglan, c'est en mai, je pense que juin, juillet, août, ouais. Fait que fin mai, il aurait fallu être là fin mai. Et puis, nous, on pouvait avoir seulement un déplacement. Il fallait faire aussi tous nos transplants. Donc, on a fait avec ce qu'on avait comme temps et comme disponibilité avec la mine de Raglan. Ça a été un projet qui a été qui a été complexe à essayer de faire fonctionner logistiquement toutes les choses. En plus, la deuxième année de récolte de données, on a dû attendre puisqu'il y a eu la grève à Raglan. On n'a pas pu y aller, nous, personnellement. Ça a été un projet qui a été un peu difficile d'un point de vue logistique, mais oui, ça aurait été intéressant d'avoir du bois qui venait juste de sortir de dormance pour essayer de faire nos boutures, mais on n'a pas pu avoir accès au site au moment de la fonte des neiges. Merci. Une autre question de Vincent Lambert-Song. Selon vous, est-ce que la méthode par sillon est transposable en milieu non arctique pour améliorer la survie des transplants? C'est une méthode qui était utilisée, au fond, l'idée qu'on a eue, c'était une méthode qui était utilisée en milieu extrêmement sec où c'était pour garder l'humidité. Donc, pour essayer de garder l'humidité au fond des sillons. Donc, oui, je pense qu'il y a d'autres avantages. J'ai lu aussi même type de plantation en crête et sillon, mais planté sur les crêtes c'est dans des milieux où il y a trop d'eau, parce que le sol est trop chargé en eau, et on doit avoir limité au fond pour pas que les plants aient une trop grosse saturation. On les plante sur les crêtes, donc ça les surlève un peu. Et les sillons aussi permettent une plus grande accumulation de neige en hiver, donc une meilleure isolation, plus grande accumulation aussi de litière, puisque vu qu'on a une espèce de trou, on va avoir une plus grosse accumulation de litière qui va pouvoir se décomposer et amener plus de nutriments. Donc, c'est une méthode qui est relativement simple quand on n'a pas accès, quand on a un problème avec le vent et qu'on n'a pas accès nécessairement à beaucoup de végétation. Je pense que ça serait quelque chose qui serait intéressant à essayer dans d'autres milieux. On a une autre question de Raed El-Ferjani. Salut Raed, je ne pensais pas que tu serais là. Est-ce que vous avez cherché les raisons pourquoi les boutures de Betula glandulosa n'ont pas émis des racines adventices malgré l'utilisation de la phytohormone? Probablement. On va revenir à la question précédente. Probablement parce qu'on était trop tard en croissance, en saison de croissance. Peut-être que d'avoir utilisé des boutures qui venaient juste de sortir de dormance, on aurait eu un meilleur taux de succès. Parce qu'on peut voir dans la littérature que c'est possible de le faire avec Betula glandulosa, mais qu'il y a un moment particulier de l'année qui est effectivement important d'aller chercher nos boutures. Puis bon, donc je pense que ça aurait été ça qui aurait probablement dû être fait. Mais bon, on a essayé de voir, est-ce qu'il y a moyen de faire simplement avec des plantes déjà en saison de croissance? Mais voilà, ça se peut que ce soit une des raisons. Merci. On a une question de Sarah L. Mais je pense que ça demande juste une petite précision. Quel genre d'acclimatation a été effectué pour les plants boutures avant de les transplanter dans les sillons? Mais en fait,
pas avec les boutures. Oui, c'est ça. On n'a pas fait de boutures. Les boutures ne sont pas jamais retournées au site. On a pris les boutures, on les a transportées en glaciage jusqu'à l'U4, puis on a fait nos essais là. Ce pas des boutures qui sont retournées sur le site. Sur le site, c'est simplement les transplants. Puis les transplants, au fond, on n'a pas fait vraiment d'acclimatation. On a pris notre motte de terre avec notre transplant, on les a sortis, on les a mis dans des bacs en plastique, puis on les a apportés, je crois, c'est le lendemain ou le surlendemain, puis on les a transplantés. Il y en a certains qu'on a transplantés la même journée, puisque on fait des grosses journées, mais fait qu'on a réussi à certains moments, mais c'est ça. Fait que ça a été assez rapide. L'idée était de ne pas les laisser à l'extérieur de la terre trop longtemps. Peut-être une dernière question de Damas Kaza. Bonjour Damas. Le taux de survie était meilleur pour Salix et cela est expliqué en grande partie par l'incidence du vent. Y a-t-il des données statistiques qui le démontrent, mais au niveau morphophysiologique, par exemple au niveau des feuilles, des racines? Pas que je sache directement, pas que j'aille. Je ne veux pas dire non, je veux dire je ne suis pas au courant. Je n'ai pas cherché nécessairement à savoir si Salix était plus résistant au vent que Betulum, mais ça serait peut-être effectivement qu'il y a une raison avec nos formes de feuilles et le type de croissance, mais je ne pourrais pas m'avancer, je ne suis pas certain. Je pourrais rajouter qu'on a eu un enjeu d'accès au dispositif pour la première année de suivi. Il y a eu une grève à la mine Ragland pendant tout l'été. Ça a été très compliqué, puis c'est pas nous qui avons fait directement les suivis. Et on a pu avoir le taux de survie, on était déjà contents, mais pas plus de mesures que ça et à suivre pour les prochaines années. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que Oui, je de pense toute qu'on est façon, il n'y a dans plus de les questions. temps. Tu as bien fait ça, Marie, au niveau de la gestion des Merci. questions. Je te remercie. Écoutez, j'en profite, on est en train de perdre des gens, là, évidemment. On a dépassé quelques minutes, mais c'est correct. Donc, j'aimerais vous remercier tous les trois pour d'excellentes présentations. Merci pour agir de modératrice, Marie, c'est très apprécié. Clairement, vous avez pris le temps de nous préparer de présentations de grande qualité. Donc, bravo. Et puis, j'aimerais aussi m'excuser à Alex parce qu'Alex, je l'ai rencontré en tant que doctorant et je l'ai présenté comme doctorant. Mais ça fait 3 ans de ça, donc il est même, voire 3 ans et demi, donc il est maintenant post-doctorant. Donc, désolé, Alex. J'ai vu aussi que Raed s'est joint à nous vers la fin. Tant mieux, bienvenue Raed. Puis j'aimerais simplement mentionner que je vous invite à visiter le site du 2RLQ, donc 2RLQ.teluc.ca, qui contient tous les webinaires qui ont eu lieu là, depuis le début de la création du 2RLQ. Donc, merci à Raed de s'occuper de tout ça. Et enfin, j'aimerais simplement vous rappeler qu'il y a une dernière présentation au mois de mars, le 15 mars, avec l'équipe d'Alison Munson, donc à 10 heures sur la forêt urbaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Thank you.